Chapitre 5 Les amants du Pont-Neuf. Citation de Amin Maalouf. J'aurais dû avoir 2 cœurs, le premier insensible, le second constamment amoureux. J'aurais confié ce dernier à celle pour qui il bat, et avec l'autre, j'aurais vécu heureux. Quai Saint-Bernard, 3h20. On se bouge, les gars, on a une intervention au Pont-Neuf. Le capitaine, Karine Agnelli, entra dans la salle de repos du quartier général de la brigade fluviale de Paris. « Diaz et Capella, vous venez avec moi. Un type vient de se foutre à l'eau. » Les 2 lieutenants emboîtèrent le pas à leur patronne. Et quelques secondes plus tard, les 3 policiers prenaient place sur le Cormoran, l'une des vedettes de ronde utilisées pour surveiller le fleuve parisien. L'embarcation semblait glisser sur les flots huileux où se reflétait l'or liquide déversé par les réverbères. « Font chier ces suicidaires !» maugréa Diaz. « C'est le 4e cette semaine. »« Ouais. Peuvent pas se jeter sous les trains, plutôt ?» approuva Capella. « Déconnez pas avec ça, les mecs !» les engueula Karine. En toute saison, les ponts de Paris attiraient effectivement les désespérés, mobilisant la brigade qui évitait plus d'1 centaine de suicides par an. Mais l'été, avec les quais débordant de monde, les interventions se multipliaient. Entre les paris stupides de fin de soirée et les accros de Paris-Plage, de plus en plus de gens se risquaient à piquer une tête dans le fleuve. Pourtant, en dépit des promesses d'un ancien maire, on ne pouvait toujours pas se baigner dans la Seine. Avec le trafic fluvial, le danger de se faire éperonner par une péniche était bien réel. Sans parler des risques de contracter la leptospirose, une bactérie diffusée par l'urine des rats. Un sale truc qui pouvait vous laisser paralysé et même vous être fatal. La vedette continua sa course quai d'Orléans, port Saint-Michel, quai des Orfèvres, avant de ralentir à proximité du Pont-Neuf. « Tu vois quelque chose ?» demanda Capella. « Putain, il est où ce con ?» renchérit Diaz. Les yeux rivés à ses jumelles, Karine Agnelli essaya de garder son calme. En ce moment, ces gars étaient nerveux. La semaine dernière, à la hauteur du quai de la Tournelle, l'un des navires de la compagnie des bateaux-mouches était entré en collision avec une vedette louée par des touristes. Coincé contre la pile du pont, le bateau de plaisance avait coulé à pic. La brigade était intervenue rapidement, mais pas assez pour remonter l'un des enfants, un gosse de 3 ans qui avait péri noyé. Aucun des flics de la fluviale n'avait commis la moindre faute. Il n'empêche, la disparition de l'enfant avait été vécue comme un traumatisme dans le service. « Il est là !» cria soudain Karine en pointant son index en direction du square du Vert-Galant. La vedette se rapprocha lentement de la berge. « J'y vais !» décida la jeune femme en bouclant sa combinaison et en enfilant son masque. Avant que les 2 hommes puissent émettre la moindre objection, elle avait déjà plongé. Corps allongé, jambes souples et mouvements aériens des bras, il ne lui fallut que quelques secondes pour porter secours à l'homme en train de nager vers la rive. Lorsqu'elle arriva à son niveau, elle s'aperçut qu'il s'accrochait à un tableau comme à une planche. « Vous êtes des amateurs, vous n'êtes pas des professionnels. » L'index menaçant de la ministre de l'Intérieur pointait alternativement le directeur du musée, son chef de la sécurité, le directeur de la PJ, ainsi que le chef de l'OCBC. En moins d'une demi-heure, une réunion de crise avait été organisée dans l'enceinte même du musée d'Orsay. « Ça ne va pas se passer comme ça », tonna la ministre.
Première personne issue des banlieues et de l'immigration à accéder à ce niveau de responsabilité, sa surexposition médiatique l'avait transformée en icône républicaine. Intelligente et ambitieuse, elle symbolisait à la fois l'ouverture à la gauche et la diversité. Elle était connue pour son franc-parler ainsi que pour sa loyauté sans faille au président de la République, qui la surnommait parfois la Condoleezza Rice française. Vous êtes des incapables, voilà. En tailleur gris, Paul Smith et chemise blanche Agnès B., elle arpentait depuis 5 minutes la salle Van Gogh, déversant sa colère sur ceux qu'elle estimait responsables de ce nouveau vol. Ses cheveux d'ébène retombant en mèches lisses encadraient son regard noirci au col, froid et cassant comme du cristal. À côté d'elle, son homologue à la culture n'osait pas intervenir. « On dirait que ça vous amuse d'être la risée de ce voleur » cria-t-elle en désignant la carte de visite qu'Archibald MacLean avait épinglée sur le mur à la place de l'autoportrait de Van Gogh. Le long couloir, consacré aux impressionnistes, grouillait de policiers et s'était transformé en annexe de commissariat. On avait relevé toutes les grilles d'acier et des projecteurs agressifs avaient remplacé la lumière douce et bleutée que l'on maintenait la nuit. Dans la salle Renoir, des enquêteurs de la 3e DPJ interrogeaient le personnel de sécurité. Salle Monet, d'autres officiers visionnaient sur un écran de contrôle les images fournies par les caméras de surveillance, tandis qu'une équipe de la police scientifique jouait aux experts dans la salle Van Gogh. « Il faut retrouver ce tableau sans tarder », trancha la ministre. « Il en va de votre carrière. » Une superbe DB5 argentée remontait la voie Georges Pompidou. La voiture venait d'un autre temps, les années 1960, celui de l'âge d'or d'Aston Martin. Au volant, Archibald se sentait dans un univers à part, vestige d'une époque disparue, celle du vrai luxe britannique, élégant sans être ostentatoire, sportif sans être rude, raffiné tout en restant masculin. Une voiture qui lui ressemblait. Il accéléra légèrement, dépassa le quai de la Râpée, le pont de Bercy, et s'engagea sur le périphérique. Pour un objet de collection, la vieille DB5 tenait bien la route. Considérant les voitures comme des œuvres d'art, Archibald ne conduisait que des exemplaires uniques. Et celle-ci avait une histoire très particulière, puisqu'elle avait « joué » entre guillemets, dans les premiers James Bond, Opération Tonnerre et Goldfinger. Construit à une époque où les films n'étaient pas encore pollués par les effets numériques, le bolide avait conservé son arsenal de gadgets maintenu en l'état par ses collectionneurs successifs. Mitraillettes dissimulées dans les clignotants, plaques minéralogiques rotatives, système d'écran de fumée, pare-brise blindé, mécanisme pour déverser de l'huile et des clous sur la chaussée, lame rétractable pour lacérer les pneumatiques de poursuivants trop pressés. Il y a 2 ans, au terme d'une vente aux enchères épique et médiatisée, la voiture avait été vendue pour plus de 2 millions de dollars à un mystérieux homme d'affaires écossais. Martin Beaumont, s'exclama Karine Agnelli, encore dans l'eau. Diaz et Capella, les 2 officiers de la brigade fluviale, restés sur le bateau, hissèrent Martin sur la vedette et lui tendirent une couverture. « Qu'est-ce que tu fous dans la Seine au milieu de la nuit, en te servant d'un tableau comme planche de natation ?» demanda la jeune femme en attrapant la main d'un de ses lieutenants pour rejoindre à son tour l'embarcation. Claquant des dents, le jeune flic s'enroula dans la couverture. Il plissa les yeux et regarda en direction de la voix familière qui l'interpellait. Cheveux clairs, coupés courts, légère tache de rousseur,
allure sportive et élancée, Karine Agnelli n'avait pas changé. C'était toujours un beau brin de fille, enthousiaste et de bonne humeur. Son exact opposé. Ils avaient travaillé ensemble au STUP pendant 2 ans. Elle avait été sa partenaire dans plusieurs missions d'infiltration. À l'époque, le travail de terrain était toute leur vie. Il n'y avait pas de cloison entre leur boulot et leur cœur. C'était une période à la fois exaltante et terrible. Jouer les agents infiltrés vous révélait des côtés de votre personnalité que vous auriez préféré ne pas connaître, et vous forçait à vous aventurer sur des territoires d'où l'on ne revenait jamais indemne. Pour éviter de sombrer, ils s'étaient aimés, accrochés l'un à l'autre plutôt. Une relation ponctuée de moments de grâce, mais qui n'avait jamais trouvé son équilibre. Un bref instant, des souvenirs vénéneux remontèrent à la surface, comme par effraction. Leur histoire était ce qu'ils avaient connu de meilleur et de pire, comme la dope. À la lueur des réverbères, Karine observait Martin. L'eau ruisselait le long de ses cheveux tombant en gouttes sur sa barbe de 3 jours. Elle le trouva amaigri et fatigué, même si son visage avait gardé quelque chose d'enfantin. Se sentant observé, Martin lui lança. « Tu sais que tu es diablement sexy dans ta petite combinaison. » Pour toute réponse, elle lui jeta une serviette au visage qu'il utilisa pour éponger délicatement l'autoportrait de Van Gogh. Karine était belle comme une sirène et semblait épanouie. Comme lui, elle avait quitté les stupes pour un service moins destructeur. Aux yeux des gens, les types de la fluviale étaient des secouristes, plus que des vrais flics, ce qui leur valait davantage de considération. « Ce tableau, c'est l'original ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Au rythme d'un bateau de plaisance, la vedette venait de dépasser l'île Saint-Louis et s'apprêtait à accoster Port-Saint-Bernard. Martin sourit. « Archibald MacLean, ça te dit quelque chose? Le cambrioleur? Bien sûr. Je l'ai eu au bout de mon flingue, ragea Martin. C'est lui qui t'a balancé à la flotte? On peut dire ça. C'est étrange parce que... Karine se troubla. Parce que quoi? Le type qui a téléphoné à la brigade pour signaler ton plongeon, il a dit qu'il s'appelait Archibald. Les lignes pures et dépouillées de l'Aston Martin fendaient la nuit à pleine vitesse. Dans l'habitacle, Archibald respirait l'odeur du bois précieux et de la moquette pure laine. À côté de lui, sur le siège passager en cuir patiné, il avait posé le sac aux couleurs de la Royal Air Force qu'il conservait depuis l'époque de son service militaire. Tout à l'heure, sur le Pont-Neuf, devant le jeune flic, il avait senti une décharge d'adrénaline. Une émotion inattendue qu'il avait du mal à expliquer. Derrière son côté fonceur, ce jeune homme avait quelque chose de touchant. C'était surtout de son regard qu'il se souvenait. Le regard d'un enfant triste et solitaire, qui avait encore tout à apprendre. Dès qu'il eut rejoint l'A6, la fameuse autoroute du Soleil, Archibald fit vrombir le moteur 6 cylindres, libérant ses 280 chevaux. Il aimait la vitesse. Il aimait se sentir vivant. Karine et Martin sautèrent dans un même élan sur la berge du port Saint-Bernard. « Il faut que tu me conduises au musée d'Orsay, dit-il. Change tes vêtements d'abord, tu es trempé. Capella va te prêter des fringues pendant que je sors la voiture. » Martin suivit le lieutenant dans le local tout en longueur qui bordait le fleuve. Lorsqu'il en ressortit, il se sentait bizarrement accoutré dans l'uniforme très années 1980 que lui avait refilé le policier
et qui tenait davantage du déguisement que de la tenue d'intervention. Polo bleu gitane, pantalon marine en polyester, blouson coupe-vent XXL. Un pick-up Land Rover, équipé de pare-buffle et d'une platine de treuil, s'arrêta à son niveau. « Monte !» proposa Karine en ouvrant la portière passager. « Tu es beau comme un… Épargne-moi les vannes, s'il te plaît. » Le 4x4 démarra dans un crissement de pneus. Si la circulation était très fluide, les abords du musée étaient inaccessibles. Place Henri de Monterland, les scéniques et les 307 de la police se mêlaient aux véhicules officiels et aux voitures des reporters. « Allez, va jouer les héros !» plaisanta Karine en s'arrêtant juste après le parvis. Martin la remercia. Il s'apprêtait à descendre du véhicule lorsqu'elle l'arrêta. « Tu portes toujours la montre ?» remarqua-t-elle en désignant la Speedmaster argentée qu'elle lui avait offerte 5 ans plus tôt. « Et toi, la bague ?» répondit-il. La main droite de la jeune femme pianota doucement sur le volant, et les 3 anneaux entrelacés de la Trinity brillèrent dans les premières lueurs de l'aube. Or rose, or gris, or jaune. Un échange de cadeaux hors de prix pour leur maigre salaire de flic. À l'époque, toute leur prime de résultat, et même davantage, y était passée. Un geste qu'aucun des deux ne regrettait. Quelques secondes, l'idée que leur histoire n'était peut-être pas terminée refit surface. La vie venait de les réunir à nouveau à la faveur d'étranges circonstances. Peut-être était-ce un signe, peut-être pas. Puis le moment de doute se dissipa. Martin ouvrit la portière et emporta l'autoportrait avec lui. Avant de traverser la rue, il regarda une dernière fois le Land Rover. Karine avait baissé la vitre et lui lança en souriant. « Fais gaffe à tes belles petites fesses, Martin, et apprends à nager. Je ne serai pas toujours là pour te repêcher. » Une bande de tocards, voilà ce que vous êtes. Alors que Martin s'approchait de la salle Van Gogh, il reconnut la voix de Crécelle de la ministre de l'Intérieur. Il s'arrêta sur le seuil de la pièce où l'on entendait voler les mouches entre les bordées d'insultes. « Une bande de fumistes, de nullards !» Martin aperçut la silhouette familière de son patron, le lieutenant-colonel Loiseau, ainsi que le visage crispé du directeur de la PJ qu'il avait croisé lorsqu'il travaillait au quai des Orfèvres. À leur droite se tenait Charles Rivière, le président-directeur d'Orsay. Un ramassis de foirards inutiles. Les 3 hommes avaient une mine déconfite et aucun n'osait tenir tête à la ministre. Pour arriver à leur poste, ils étaient tous passés par l'école du cirage de pompe et avaient appris à encaisser les insultes sans broncher. « Allez, bougez-vous et retrouvez-moi ce putain de… »« Ce putain de tableau est ici, madame, » lança Martin en s'avançant vers elle. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers lui. Au milieu de la salle, il brandissait l'autoportrait au niveau de sa tête, comme l'avait fait Archibald sur le pont. Interloquée, la ministre le détailla en fronçant les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin. « Capitaine Martin Beaumont, de l'OCBC. » Déjà Charles Rivière s'était précipité vers lui pour lui arracher le tableau des mains. Décidé à jouer franc jeu, Martin se lança dans un récit complet, racontant comment il était parvenu à identifier le mode opératoire de Maclean, ce qui l'avait incité à planquer devant le musée avec l'espoir de coincer le criminel en flagrant délit. Le jeune flic n'était pas naïf et ne s'attendait pas à recevoir des félicitations. Il n'avait pas réussi à arrêter Archibald, mais pour la première fois, le voleur avait été tenu en échec.
Lorsqu'il termina son exposé, il y eut un moment de flottement. La ministre regarda l'oiseau pour retrouver une contenance et ne sut rien faire d'autre que de laisser éclater sa colère. « Nous aurions pu coincer Maclean si vous nous aviez alertés à temps, Beaumont. Mais non, vous avez préféré travailler en solo. Toujours cette condescendance envers vos collègues. »« Sans moi, le tableau aurait disparu, » se défendit Martin. « Ne croyez pas vous en tirer à si bon compte, capitaine. » La ministre leva la main et fusilla l'oiseau du regard pour mettre fin à ses reproches. Toute cette cuisine interne ne l'intéressait pas. Par contre, elle voyait là un moyen de retourner la situation à son avantage. Devant la presse, il faudrait faire passer ce jeune flic pour un héros. La police française avait récupéré le tableau en un temps record. C'est sur cela qu'il fallait insister, pas sur le dysfonctionnement d'un service. Nul besoin de mentir, simplement ne pas dire toute la vérité, simplement faire de la politique. En plus, ce Martin Beaumont avait une belle gueule, et les médias allaient l'adorer. Au final, l'échec de l'arrestation de Maclean se transformerait en joli coup de pub pour la police, et donc pour elle. Si tout se passait bien, elle pourrait même poser pour Paris Match, en jean et perfecto, entourée du Van Gogh et de flics taillés comme des dieux du stade. Cette idée séduisante fut soudain réduite à néant lorsque le directeur du musée déclara d'un ton consterné: « Désolé, Beaumont, mais vous vous êtes fait avoir dans les grandes largeurs. »« Comment ça ?» s'inquiéta Martin. « Le tableau est bien imité, mais c'est un faux. »« C'est impossible. Je l'ai vu le sortir de son sac et je ne l'ai pas quitté des yeux. »« Regardez vous-même la signature. »« La signature? Mais quelle ?» Van Gogh n'avait signé aucun de ses autoportraits. Martin se pencha vers la toile posée à plat sur un tréteau. Vincent van Gogh avait signé très peu d'œuvres, pas même 1 sur 7. Et lorsqu'il le faisait, par exemple pour les tournesols, c'était toujours par son prénom. Or, sur le tableau qu'il avait devant les yeux, ce n'était pas le prénom Vincent qui se détachait, en petites lettres disjointes, mais une autre griffe, rédigée dans un alphabet rieur. Archibald. L'Aston Martin quitta l'autoroute en direction de Fontainebleau et s'engagea sur la départementale qui menait à Barbizon. Archibald regarda sa montre et ne put s'empêcher de sourire en imaginant la tête que ferait le petit gars lorsqu'il s'apercevrait de la supercherie. Avec précaution, il ouvrit le grand sac en toile posé à côté de lui pour faire émerger un bout de l'autoportrait, le vrai cette fois, et poursuivre son dialogue imaginaire avec le peintre. « Alors, Vincent, pas mal notre petite plaisanterie, non ?» L'éclairage des réverbères faisait briller le regard tourmenté du peintre. Archibald entretenait une relation compliquée avec les chefs-d'œuvre qu'il dérobait. Jamais il ne s'était senti réellement propriétaire d'une œuvre. À vrai dire, ce n'étaient pas les tableaux qui lui appartenaient, mais lui qui appartenait aux tableaux. Même s'il avait de la difficulté à l'admettre, il savait pertinemment que le vol était devenu une drogue. À intervalles réguliers, il était en manque. Son corps et son cerveau réclamaient une nouvelle œuvre, une nouvelle aventure, un nouveau danger. Dans le poste de radio, une station classique diffusait un enregistrement de Glenn Gould qui égrenait les variations Goldberg. Le voleur se força à ralentir pour ne pas arriver trop vite à sa destination et briser le moment magique qu'il était en train de vivre. Une promenade au clair de lune avec Van Gogh et Bach. Pouvait-il exister meilleure compagnie?
Pour que le plaisir soit complet, il attrapa dans la poche intérieure de son imperméable une flasque argentée contenant un whisky écossais de 40 ans d'âge. « À la tienne, Vincent, » dit-il en buvant une gorgée du nectar cuivré. L'alcool lui brûla délicieusement l'œsophage. Sa gorge s'emplit d'une multitude de parfums, amandes grillées, chocolat noir, cardamome. Puis il se concentra sur sa conduite, quittant la départementale à hauteur du bois dormant, pour s'enfoncer dans une petite route de campagne. Au bout de quelques kilomètres, il atteignit une propriété clôturée d'un mur d'enceinte, en limite de la forêt de Fontainebleau et de Malesherbes. D'un clic sur la télécommande, Archibald ouvrit le portail électrique et la voiture s'avança dans l'allée qui traversait le parc et menait à une belle demeure en pierre du début du XIXe siècle, mangée par le lierre et entourée de marronniers centenaires. Tous les volets de la maison étaient clos, mais l'endroit n'était pas laissé à l'abandon. Les haies étaient taillées et la pelouse venait d'être tondue. Il gara l'Aston Martin dans les anciennes écuries transformées en immense entrepôt, à l'intérieur duquel on trouvait à la fois une moto tout-terrain, une vieille Jeep de l'armée, un sidecar d'avant-guerre, ainsi qu'une vieille Bugatti entièrement désossée. Mais l'essentiel de la place était occupé par un hélicoptère colibri dernier cri, couleur bordeaux et noir. Archibald inspecta l'appareil, vérifia le niveau de carburant et le sortit du hangar grâce au chariot de guidage. Une fois dans le cockpit, il se coiffa d'un casque, mit en marche la turbine et augmenta progressivement les gaz. Il avait placé l'hélico face au vent et n'eut plus qu'à tirer sur le pas général pour le faire décoller. « Ouvre grand les yeux, Vincent. Je suis sûr que tu vas adorer le monde vu d'en haut. »